Bonjour Kevin, est-ce que tu peux te présenter et nous expliquer ton parcours? Avec grand plaisir. Alors du coup, le parcours qui m'a mené à pratiquer l'agroforesterie, la culture syntropique est vraiment cette notion, agroforestière. J'ai fait du coup, l'école de Lullier, l'école d'horticulture de Lullier. J'ai fait 1 année dans le cursus, scolaire, 3 ans d'apprentissage en floriculture, ce qui m'a mené, à du coup l'obtention d'un CFC en horticulture, en 2009. Et par la suite, j'ai directement commencé avec un premier ami à faire du maraîchage sur sol vivant, en vente directe, non subventionnée, pendant 11 ans. Ce qui a fait que progressivement, durant ces années de maraîchage, au fur et à mesure, je me suis rendu compte que c'était comme une évidence de remettre l'arbre au cœur du paysage agricole, autant en termes de production que pour du coup diminuer aussi un petit peu le soleil, etc. Et que du coup, progressivement, j'ai pu arriver sur une démarche de plus en plus permacole avec l'agroforesterie et aussi pour diversifier un maximum les récoltes, tout simplement. Tu peux me dire ce que tu es en train de faire aujourd'hui, ce que tu fais là? Alors du coup, aujourd'hui, l'idée c'est de faire une visite guidée qui est entremêlée, d'une, petite conférence, on va dire. Le but, c'est vraiment de pouvoir vulgariser et transmettre les grands principes du jardin-forêt, de l'agroforesterie, quelles sont un peu les notions, comment on fonctionne, quels sont les buts visés et vraiment dans une notion du coup de transmettre ces connaissances, et de les vulgariser pour le plus grand nombre, pour que les gens s'accaparent ces outils-là, dans le but de répandre cette pratique. Est-ce que tu peux me dire de quoi ou de qui tu t'inspires et comment t'es venue l'idée de faire ce type de jardin? Alors ce qui m'a mené à pratiquer, l'agroforesterie et une culture donc étagée avec énormément d'essence. Bien sûr que des personnes m'ont inspiré comme, Seppeltzer, un pionnier de la permaculture en Autriche, en montagne. Passablement, de sources, ont été un peu grappillées entre internet, je ne vais pas citer tous les ouvrages qui existent sur le sujet, mais je dirais qu'une grande partie de mon apprentissage et de mes connaissances, c'est vraiment ma pratique. C'est vraiment j'ai depuis tout petit été porté sur, les insectes, les animaux, la forêt, les plantes, donc il y a toujours eu cette analyse un peu du vivant, cette observation et du coup, quand j'observais la nature et une forêt et que je voyais ce qu'on faisait, par exemple, en arboriculture fruitière conventionnelle, je me disais: «Là, il y a un gros souci». Forcément, on crée des plantes, on crée un milieu malade, on crée des plantes malades, on doit faire, de la gestion de pathologies végétales comme disaient, certaines personnes, Claude et Lydia Bourguignon qui bossent sur la vie des sols et du coup, voilà, progressivement, c'est vraiment, l'observation qui va être faite en milieu naturel, reproduit au jardin pour créer à la fois une abondance nourricière, une grande diversité et donc forcément un équilibre, hein. De revenir à cet équilibre qui dit monoculture, dit rareté, dit, problème en général et c'est plutôt en revenant un maximum à, une grande richesse variétale, à une grande biodiversité, que ça va permettre de créer plein de niches écologiques pour que le système aille vers une résilience. Beaucoup plus que quand du coup on est sur un sol nu à faire que de la pomme sur des hectares, en gros. Est-ce que tu peux me parler de la forêt syntropique? Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, l'agriculture syntropique, ça va être en fait de bosser principalement avec déjà l'information. C'est que l'idée, ça va être de partir par exemple d'une prairie. On va planter énormément d'essences avec une relative densité. Parce qu'en fait, une partie des essences plantées ne seront pas forcément à utilité comestible, fruitière ou autre. Ça va être des essences sacrificielles pour produire l'humus nécessaire à la parcelle en question, disons pour être le plus autonome en intrants possible, pour éviter d'avoir besoin d'amener de la paille, des broyats de bois, du compost, etc. Le but, ça va être vraiment de créer une très grande densité de biomasse végétale, sachant qu'il y a un pourcentage de ces arbres qui vont être chaque année rabattus très fortement pour pouvoir pailler et produire l'humus que le terrain en question aura besoin. À partir de là, quand on coupe un arbre,
L'arbre génère une information. Toute action dans le jardin a une réaction. Quand je coupe un arbre et que je lui enlève plus de la moitié de sa partie aérienne, l'information qu'il génère, ça va être: j'ai perdu quasiment toutes mes branches et toutes mes feuilles, il faut que je repousse. Donc en fait, de passer par le bouleversement de la taille, qui est finalement un bouleversement, on va créer une information de pousse et de croissance. Ce qui veut dire que quand les jours et les semaines qui suivent les trognes, donc les coupes sévères que je vais mener en été ou en automne sur les arbres que je veux diminuer, et ben les jours et les semaines qui suivent ces coupes, on voit que tous les végétaux autour de l'arbre en question explosent en croissance parce qu'ils reçoivent l'information de l'arbre taillé qui est: je dois repousser, je dois repousser. Et vu que tout est relié dans une forêt, dans un jardin forêt en particulier, et ben du coup, tous les autres végétaux reçoivent cette information. Tu as commencé à répondre déjà à la prochaine question, mais comment procède-t-on pour créer une forêt nourricière? C'est-à-dire qu'il y a aussi à prendre en considération le lieu, le climat, le type de sol. Quelles sont les règles à appliquer en tout lieu? Ou en tout cas celles qui sont aussi applicables à un lieu propre sur un terrain. Mhm. Comment débuter en quelque sorte? Alors oui, tout à fait, pour la bonne mise en place d'un système agroforestier, ce qui va être important, c'est de toute façon, comme toute culture, de connaître les besoins de chaque plante. Parce que forcément, si on met une plante d'ombre en plein soleil, une plante de sol argileux en sol sableux, etc., forcément, la culture, elle va pas forcément être réussite. Donc déjà, c'est de bien connaître les besoins morphologiques, physiologiques de chaque plante pour pouvoir l'implanter dans le design agroforestier aux meilleurs endroits, à savoir les plantes d'ombre dans les zones qui seront prévues comme plus ombragées, les plantes de plein soleil pour assurer une production importante pour des pêches, des abricots, etc. Garantir des espaces suffisamment ensoleillés pour les plantes qui ont des besoins importants en lumière. Et du coup, moi j'ai aussi quand même une approche géobiologique. Donc la géobiologie, moi je bosse un peu en radiesthésie avec le pendule, pour venir un petit peu voir où est-ce qu'il y aurait par exemple de l'eau à certains niveaux du terrain. Où est-ce que du coup le sol est le plus pauvre, le plus riche, pour essayer de créer un design le plus optimal en respectant au mieux l'énergie d'un lieu, parce que chaque lieu est unique, chaque lieu a son climat, son microclimat, voire son type de sol. Donc avec cette approche géobiologique en radiesthésie, pendule, etc., et couplé aussi à ce qu'on appelle les plantes bioindicatrices. Ça veut dire que chaque plante qui pousse spontanément sur un lieu va me livrer plein d'informations. Chaque famille de plantes va par exemple être présente pour ou décompacter un sol qui aurait été très compacté, qui va par exemple venir apporter de l'humus. Des plantes qui poussent très rapidement, qui font beaucoup de biomasse, souvent elles sont là à un niveau de régénération du sol quand il faut ramener de l'humus à un sol qui a été appauvri pendant peut-être des années. Donc il y a tout cet ensemble qui va permettre de lire un terrain, de connaître les plantes et leurs besoins, et de vraiment de savoir où on va et ce qu'on veut. Parce que le plus important, c'est qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce que je veux produire, faire une liste précise des essences en question, pour du coup créer un système agroforestier avec avant tout ce qu'on va consommer, parce que remplir d'essences nourricières mais qui ne nous intéressent pas et qu'on mange jamais. Le but, c'est quand même aussi de savoir ce qu'on veut consommer, qu'est-ce que je mange, qu'est-ce que je consomme, qu'est-ce que je plante. Et ces trois choses-là, donc vraiment analyse du sol, les plantes bioindicatrices, à quel niveau de régénération on est du sol, parce que la terre, elle est constamment en train de se régénérer, elle est en évolution constante et permanente. Donc du coup, si je sais à peu près l'état évolutif dans lequel elle se trouve, je vais pouvoir m'inspirer de ça pour créer le modèle le plus efficient, pour accompagner le vivant, plutôt que de me battre. Par exemple, le but du jardin de forêt, par exemple, c'est de se dire, on s'inspire de la nature qui crée des forêts, sans l'aide de l'homme, contrairement à créer une agriculture où on rase tout, on doit utiliser des pesticides et des intrants gigantesques, pour finalement des résultats assez moindres, quoi. Donc tout ça, c'est un petit peu l'approche, et il y en a sûrement d'autres que j'ai oubliées, qui vont permettre de créer le meilleur modèle au meilleur endroit. Alors, du coup, combien de temps faut-il pour atteindre la maturité d'une forêt comme ça, un jardin de ce type? Et à partir surtout de quand peut-on récolter ses premiers fruits ou ses premiers légumes? Ok. Alors, pour la mise en place
d'un lieu, d'un jardin-forêt de ce style. Ce jardin-forêt a 2 ans et demi. C'était une prairie à 2 ans et demi, donc il y avait vraiment que des plantes herbacées et donc du coup aucun arbre. En 2 ans et demi, on a déjà clairement un résultat agroforestier, on voit la forêt qui est en train d'arriver. Donc voilà, en 2-3 ans, on peut commencer à produire du fruit. On va rentrer dans la dynamique aussi où les arbres qui vont pousser rapidement, vu qu'il y a une grande densité, on va rapidement pouvoir faire des tailles et être aussi rapidement autonome justement en paillage, en copeaux de bois, en compost, en intrants. Donc après, forcément, c'est sûr que pour arriver à un jardin-forêt mature, hyper productif, résilient, qui fonctionne sans arrosage, sans irrigation, etc., on est quand même plutôt sur du 4, 5, 6 ans. Après une dizaine d'années en général, c'est là où c'est le plus abouti, disons. Mais c'est pas une règle immuable. Ça dépend, une fois de plus, du type de sol, le climat. Quand on bosse avec le vivant, il n'y a pas de dogme en fait. Chaque lieu va un peu fonctionner à sa façon. La forêt syntropique est-elle destinée aux seuls propriétaires de maisons avec jardin ou est-ce qu'en habitant en ville, ou en appartement on va dire, on peut participer à la création d'une forêt nourricière? Parce qu'on a l'impression que c'est quand même destiné à un type de personnes ayant accès à la terre, on va dire. Alors tout à fait, je pense vraiment qu'au niveau de l'implantation de ce style de modèle, on peut réaliser un modèle agroforestier en Saint-Tropez sur un jardin de 10 ou 20 mètres carrés. Après, forcément, on ne va pas mettre des châtaigniers, des noyers ou des arbres qui arrivent à 25 mètres de hauteur. Il va falloir bosser avec des essences plus nanifiantes, donc des arbres fruitiers bastiges ou mitiges. On pourra forcément mettre moins de végétaux, mais on peut créer sur un tout petit espace, même de certains projets sur Genève, entre autres, commencent à se mettre de plus en plus en place pour reforester les toitures d'immeubles, avec des jardins partagés, même des cultures fruitières au sommet des immeubles de 10 étages. Donc que ça soit en bas d'une cour d'immeuble, plutôt que d'avoir une simple pelouse ou autre, on peut s'inspirer de ces modèles sur tout type, même un balcon avec des petites jardinières. On peut faire du kiwi, de la vigne, avoir quelques figuiers, des aromatiques qui se mélangent à quelques légumes, tomates, courges. On peut s'inspirer de ce modèle sur tout type de volume, sans aucun souci. Est-ce que selon toi, c'est une bonne option, voire peut-être même la meilleure option, ce choix de culture, vers l'autonomie alimentaire? Alors je pense tout à fait que au niveau de l'énergie investie dans ce genre de modèle, le résultat est exponentiel. Si on compare l'agriculture chimique actuelle, où on dit qu'il faut 4 à 5 calories fossiles la plupart du temps pour produire une calorie agricole, donc si c'était un modèle qui n'était pas lourdement subventionné, en fait c'est une agriculture qui est à perte. Elle ne fonctionne pas, elle est inefficace. On utilise plus d'intrants qu'on récolte réellement. Alors que l'agriculture, c'est la seule chose où finalement, quand on plante un épi de blé, enfin un grain de blé, on récolte un épi avec une vingtaine de grains. C'est exponentiel. Donc comment on a fait pour créer de la rareté avec le vivant à ce niveau-là? Pour moi, c'est évident que ça va être des façons de produire sans eau, une grande diversité d'aliments. Après, effectivement, qu'est-ce que je consomme? Si je suis un grand consommateur de céréales ou de certains produits qui vont être plus difficiles de produire dans ce genre de lieu, on peut tout à fait après complémentariser ce genre de système avec quand même aussi de la petite paysannerie, avec des cultures de sarrasin ou autres, sur des modèles peut-être un petit peu moins diversifiés, mais de façon générale, c'est hyper efficace. Pour fonctionner avec ça depuis une bonne douzaine d'années maintenant, j'ai pas fait plus efficace jusqu'à maintenant. Après, la route est longue et on en apprend tous les jours. Selon toi, ce type d'agriculture serait envisageable à grande échelle, c'est-à-dire par exemple à l'échelle d'un pays? Alors, je suis tout à fait convaincu que ça peut être mis en place à grande échelle. D'ailleurs, beaucoup de pays, beaucoup, certains pays mettent énormément en avant la réimplantation de l'arbre dans le milieu agricole en général. Il y a des subventions allouées aux paysans pour
reboiser en fait certaines parcelles et diversifier leurs revenus. Parce qu'un paysan qui fait même une agroforesterie simple, même avec des chênes au milieu de ses céréales, eh ben, il peut vendre du bois de chauffe, du bois de construction en hiver. Il va pouvoir vraiment jouer sur des revenus plus larges, etc. Donc après, en fonction des politiques publiques des pays en question, si le but est d'aller dans cette direction et qu'il y a des fonds qui sont mis en place pour que les paysans, paysannes puissent implanter plus facilement ce genre de système dans leurs fermes, je suis persuadé que, ne serait-ce que les pics de chaleur et les manques d'eau qu'on a ces dernières années dans beaucoup de régions, je pense que cultiver sous un couvert forestier, pas forcément dense, hein, mais de cultiver en mi-ombre, je pense que dans les décennies à venir, ça va être quasiment la seule façon de faire, en fait. Alors, peut-être deux questions en une. Comment se former et quelles sont les clés pour réussir? Est-ce que tu aurais des conseils à donner aux gens qui voudraient débuter? Ok, alors du coup, pour se former sur ce genre de modèle, il existe quand même aujourd'hui, je pense que la plupart des gens ont Internet, il y a une quantité de livres impressionnante, de plus en plus sur ce genre de sujet. Donc je pense vraiment qu'entre les livres, le nombre de podcasts, de chaînes, YouTube ou autres, de personnes qui sont déjà depuis de nombreuses années, dans l'expérimentation de ces modèles-là, peuvent être grandement inspirantes et facilitées. Énormément de lieux proposent aussi des cours, hein, des visites, des stages, des formations. Moi, c'est quelque chose que je fais aussi, entre autres, dans la région, Genève-Valais, sous différents modèles. Et après, je dirais toujours, on est nos meilleurs professeurs et il n'y a pas d'erreur. On ne peut pas faire d'erreur quand on plante un jardin forêt, ça peut être aussi ludique et joyeux, agréable. Et en fait, les soi-disant erreurs seront nos clés d'apprentissage et de compréhension, parce que c'est super l'expérience des autres. Mais vu que chaque lieu est unique, chaque jardin est unique, finalement, notre propre expérience sera la meilleure pour notre jardin. Donc je dis tout le temps, n'ayez pas peur de vous planter. Plantez, allez-y, expérimentez. Et c'est notre expérience, je trouve, qui est la plus riche à ce niveau-là. Donc, le jeu, quoi. On s'inspire, on va voir des gens qui pratiquent ci, qui pratiquent ça, les livres, un petit peu de YouTube, et vraiment le faire. Parce que si on attend d'avoir toutes les connaissances pour mettre en place quelque chose, on ne le fait jamais.